puissant, Thierry. C'est bon, oh, c'est bon, Thierry. C'est très bon, ça. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour l'After Rugby spécial Coupe du Monde de rugby de la Sports Management School. Numéro 2, deuxième semaine. Nous sommes ravis de pouvoir animer ce plateau pour cette Coupe du Monde formidable qui se passe sur notre territoire et qui tient toutes ses promesses. J'ai le plaisir de recevoir Jérôme Papin. Bonjour Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu ? Très bien, remarquablement bien. Très bien, voilà. Un petit panégyrique rapidement. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Pour celles et ceux qui viennent de se réveiller ou pour éventuellement Hibernatus. D'où je viens tout simplement de 25 ans d'expérience dans les médias, la communication. J'ai dirigé Eurosport France, j'ai travaillé pour Europe 1, TV5, bref. La Fédération Française de Football, j'ai monté FFF TV, j'ai été travailler pour l'Olympique Lyonnais, directeur des contenus, où on a monté l'application Wellplay. Et aujourd'hui, je dirige une agence qui s'appelle 3E3C, et notamment dans le domaine du rugby, parce que c'est important, c'est le sport qui m'a permis de me construire. Avec une proximité certaine avec le Stade Français, si j'ai bien compris. Le cœur est rose et bleu, et en plus une collaboration avec eux, où on crée des contenus pour eux, qui s'appelle Soldat Rose. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur les réseaux Soldat Rose, incarné par un ancien joueur du Stade Français, un certain Raphaël Poulain. Courez-y. Merci Jérôme. Bonjour Jean-Claude Vidal. Bonjour. Alors Jean-Claude, moi je te connais très bien, mais j'aimerais bien que tu puisses te présenter devant tout le monde. Mon activité principale est de diriger une agence de communication événementielle, aujourd'hui communication globale, qui s'appelle Arène Événements et Arène Communique, que j'ai créée en 1998, qui existe toujours. Nous aidons des entreprises à utiliser l'univers du sport pour leur communication, et nous aidons aussi, c'est une grosse partie de notre activité, les événements à attirer du public et à attirer des sponsors, et nous travaillons depuis un peu plus de 20 ans maintenant dans l'univers des courses hippiques, puisque les hippodromes ont des problématiques commerciales et marketing comparables à celles d'un stade, d'une salle de basket, d'une salle de hand ou d'un événement sportif, quel qu'il soit. Attirer du public, le fidéliser et lui donner des bonnes raisons de venir et de revenir. Et parallèlement à ça, j'ai contribué pour ma part à la création d'SMS en m'occupant des cycles experts, et je ne fais plus partie d'SMS, mais je continue à être enseignant à SMS. C'est mon cas puisque je suis en cours ce matin avec les 4e années sur le thème du sponsoring. Voilà, et tu nous fais l'amitié entre deux cours de pouvoir participer à cet after rugby. La première question, et encore une fois on est très cocardier, et j'adore être cocardier dans ces cas-là. Est-ce que cette Coupe du Monde, les garçons, est la plus belle Coupe du Monde de l'histoire, Jean-Claude? Je pense qu'on ne pourra vraiment le dire qu'après la finale. Pour le moment, c'est une Coupe du Monde qui a connu un phénoménal démarrage avec l'audience en France de France-Nouvelle-Zélande, qui est tout simplement phénoménal pour un match d'ouverture, puisqu'on a dépassé les 15 millions, on a frisé les 16. C'est un score exceptionnel. Il faut le dire, tout programme confondu. Hors sport, il n'y a aucun programme qui fait des audiences pareilles. Aucun, ça n'existe pas. Il faut bien souligner ça. Ça signifie que le public rugby était croissant en France. On le constatait en regardant les chiffres d'audience du tournoi Destination. Évidemment, le fait d'avoir des matchs en soirée, ça favorise les audiences, mais il y a quand même un intérêt majeur du public pour le rugby. Quand on regarde les remplissages des stades du top 14 2022-2023, on dépasse les 80%. Ce qui est exceptionnel, avec 2 stades qui jouent à guichet fermé toute la saison. Ça montre que le rugby est en train de prendre, et il prend aussi en Fédéral 2, il prend en National, il prend en Pro D2. Et ça souligne un intérêt majeur. Alors, chez les filles. Et le rugby féminin, puisque le tournoi féminin est diffusé également par France Télévisions, ce qui est très bien. Et ce qui est un rôle majeur de France Télévisions, qu'elle joue magnifiquement bien. Il faudra bien souligner le rôle, il faudra bien souligner tout ce que le sport doit aux chaînes publiques dans notre pays. On a beaucoup de chance d'avoir des chaînes publiques qui font ce travail. Beaucoup de chance. Et le sport a de la chance aussi. Pour répondre à ta question, on ne saura qu'à la fin, mais pour le moment, c'est une Coupe du Monde qui est partie très fort et qui a d'autres. Mais j'y reviendrai sur le plan sportif, elle a d'autres atouts. Vous savez qu'il y avait cette phrase que je trouve qui colle bien à cette Coupe du Monde, qui disait que la plus belle Coupe du Monde du monde. C'était l'objet, c'était le but avant qu'il y ait le coup d'envoi. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut être cocardier, on peut se dire que oui, c'est la plus belle. En tous les cas, c'est celle qui est en train d'embarquer au-delà de simplement les frontières rugbystiques. C'est-à-dire que vous avez, pour moi, 3 typologies.
vous avez les amoureux que nous sommes du rugby, ceux qui ont joué, quel que soit le niveau, on s'en fout, les hommes, les femmes, mais ils aiment ça. Donc eux, c'est conquis. Il y a ensuite ceux qui, parce qu'on leur a dit que c'était important, donc ils vont venir. Et puis vous avez les curieux. Et ce qui fait aujourd'hui très certainement la force aussi, c'est que le rugby est en train de basculer ses frontières, de complètement casser l'ensemble des codes. Je pense très sincèrement que sur les 15 millions, il y en a plus de la moitié qui... Mais même moi, il y a des décisions que je ne comprends pas forcément encore alors que j'y ai joué. Mais c'est pas grave. Ce qui importe, et c'est là où il y a un intérêt aussi qu'il faut y voir, physiologique et notamment psychologique par rapport au pays, c'est cette besoin d'unité. Voilà. Et que là, on a dit, cette équipe de France, en tous les cas, ce moment, quelque part, entre guillemets, on court après 98. Pas que pour la victoire, mais pour l'union, vivre quelque chose, tous ensemble, etc., les fan zones. Bon. Et puis le rugby étant ce qu'il est, vous pouvez mettre des Gallois, des Irlandais, des Néo-Zélandais, des Fidjiens, des Français, tous ensemble dans la même tribune, il ne se passera rien. C'est ce qu'on voit dans les tribunes, c'est ce qu'on voit dans les fan zones, c'est ce qu'on voit dans la rue. On voit une unité. Ça ressemble un petit peu au monde olympique. Quand on va voir les Jeux olympiques, on voit des populations qui se mélangent, qui s'échangent des pins, qui s'échangent les t-shirts, etc. On retrouve ça avec le rugby et je pense que ça séduit énormément de personnes. À contrario, encore une fois, des grands sports comme le football où on est très contingenté. On l'a bien vu dans les dernières Coupes du Monde. Les supporters ne se mélangent pas forcément. Il n'y a pas d'unité. D'accord ? C'est un sport universel, mais les supporters ne sont pas tellement universels. Donc, quelque part, on s'y retrouve. Est-ce qu'on peut faire un comparatif avec 2007 ? 2007, la Coupe du Monde était aussi organisée en France. Ça a été un succès, mais pas que. Il y a eu notamment au Pays de Galles. La France a joué un quart de finale au Pays de Galles contre la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on est vraiment à des années-lumière, cette fois-ci, d'un point de vue économique, d'un point de vue du business, d'un point de vue de l'organisation, Jean-Claude ? Alors, j'ai pas en tête les chiffres de 2007. Ça m'étonnerait que le match d'ouverture ait fait 15 millions. Ça, c'est clair. Bon, c'était contre l'Argentine et on avait perdu. Parfaitement. Exact. Ah ben, ça, faut le rappeler quand mauvais même. souvenir, très mauvais Je souvenir. rebondis sur ce que tu viens de dire et qui répond aussi à la question de Michael. Si l'on suit le rugby de manière assidue en France, le marché du rugby en France, c'est-à-dire les spectateurs qui regardent régulièrement du rugby, c'est une fourchette entre 6 et 8. Quand on passe à 15 millions, quand on passe à 12 millions ou même à 11 millions d'eux, ça signifie que ce noyau, ce socle du public du rugby a su fédérer un autre public. Pourquoi ? Parce que les gens qui ne regardent jamais le rugby, en voyant la passion et le bonheur que ressentent et le bonheur que partagent ceux qui le regardent, se sont dit « je vais m'y mettre aussi ». Je comprends pas toutes les règles, je vois pas pourquoi l'arbitre siffle en avant, je vois pas où est la faute dans ce regroupement, mais c'est quand même fabuleux et j'ai bien compris qu'il y a un essai. Et c'est cette capacité à fédérer. Mais on peut dire la même chose pour le foot. En cas de grands événements, le foot double son marché. Si ce n'est que le foot, et encore une fois, c'est pas faire injure à nos amis du ballon rond, c'est un sport assez simple à comprendre. C'est plus simple à comprendre. Les règles de l'arbitrage sont beaucoup plus simples, voire Bien simplistes. sûr. Et les modifications des règles de l'arbitrage, je crois qu'il y en a eu 3 en 50 ans, alors que dans le rugby, il y en a à peu près une quinzaine par an. Jérôme, est-ce qu'on peut comparer vraiment le foot et le rugby par rapport à l'arbitrage ? Non, parce que vous avez le foot et vous avez le sport. D'accord ? Le foot est à part. Le foot, il est planétaire. Le foot, il se joue avec peu ou pas de choses. Et il est différenciant. D'accord ? En même temps, il rassemble. Parfaitement. Mais à l'inverse, le rugby, lui, garde son identité. Alors, c'est un peu complexe parce que c'est une identité, on parle souvent de terroir, on dit souvent qu'il a fallu du temps. En l'occurrence, là, il y a des hommes ou des femmes qui ont contribué à ça. Max Guazzini en a fait partie en France, en l'occurrence. Les All Blacks en ont fait partie parce qu'attention, avant que la fameuse petite anecdote des All Blacks, des All Back, ils jouent tous derrière, ce sont tous des arrières. Ça date de 1905, pour celles et ceux qui ne savent pas l'histoire. All Blacks, mais c'est devenu aussi marketing, All Black, une marque. Le AK est devenu quelque chose de puissant. Chez eux, attention, il faut le respecter, mais je veux dire par là, c'est ce qui a contribué aussi à balayer les frontières. Après, vous en resterez néanmoins où il y a des endroits dans le monde. Le rugby est international, mais pas mondial. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette Coupe du Monde, elle a un immense apport. C'est qu'elle montre que des pays émergents en termes de rugby deviennent compétitifs. La présence du Chili et du Portugal dans cette Coupe du Monde et surtout les résultats qu'ils obtiennent, parce que le Chili et le Portugal, c'est pas des matchs à 70-0.
C'est des matchs avec des scores de rugby. Des scores qui montrent qu'on a gagné, mais les autres se sont battus et ils ont marqué. Donc ça, c'est un vrai enseignement de cette Coupe du Monde qui a peut-être des nouveaux venus, des nouveaux acteurs dans le domaine du rugby. Et ça, c'est très important. Jean-Claude, la démocratisation du monde du rugby ne passerait-elle pas par les nations latines? Parce qu'on parle du Chili, de l'Uruguay, du Portugal. N'oublions pas l'Espagne qui a été éliminée sur tapis vert au profit de la Roumanie et qui aurait fait, à mon avis, très très bonne figure, en tout cas peut-être meilleure figure. L'Espagne avait battu 2 fois le Portugal. Exactement, donc ça situe un peu le fait que on puisse s'ouvrir, et c'est peut-être pour ça que c'est la plus belle Coupe du Monde de tous les temps, c'est que la plus belle Coupe du monde, c'est que ça ouvre le champ à ce qu'on appelait à l'époque des petites nations, hein, les fameuses nations FIRA du groupe B, le Portugal, l'Espagne, qui vont devenir des bastions du rugby, qui quelque part vont démocratiser. Peut-être que le tournoi Destination va s'ouvrir. On sait qu'aussi il y a la Géorgie, on n'en parle pas parce que ce n'est pas un pays latin, mais la Géorgie a sa carte à jouer. À une époque, il était question de l'intégrer au sein du tournoi des nations. Ils sont dans le tournoi B. D'accord. C'est plutôt intéressant. Et quelque part, ça laisse présager de prochaine Coupe du Monde qui serait peut-être un peu plus mondiale que ce que ça représente aujourd'hui. À condition que les autorités du rugby accordent plus d'attention aux nations émergentes. On a tenu l'Argentine pendant 30 ou 40 ans à l'écart des grandes compétitions mondiales. Et depuis qu'ils sont dans les grandes compétitions mondiales, c'est une équipe majeure, puisque l'Argentine a déjà disputé, si je ne m'abuse, une demi-finale de Coupe du Monde. Parfaitement. Alors que c'était longtemps été une nation émergente, mais qui ne faisait que des tournées, qui faisait jamais un grand championnat et des grandes épreuves. Et il faudrait pas faire pareil avec, faut prendre, avec le Chili, avec le Portugal en Europe. Faudrait peut-être essayer de faire quelque chose et avec l'Espagne. Oui, et il faudrait aussi peut-être revoir le nombre, si vous voulez, de places qualificatives attribuées, j'allais dire par continent. Je pense au continent africain, par exemple. Je pense qu'il y a moyen de lui donner un billet supplémentaire. Je pense que l'Algérie, par exemple, voilà, ils ont dû. Ils sont pas passés loin. Ils sont pas passés loin. L'Algérie a un vrai potentiel. Je pense que c'est ça aussi que le rugby va devoir aussi travailler. C'est cette ouverture, ce décloisonnement, et il va passer notamment par des continents. L'Europe, ce qu'on appelle l'hémisphère nord, c'est fait, c'est bon, on a compris. La seule chose qu'il faut qu'on modifie maintenant, c'est une entrée, une sortie sur le tournoi des destinations A. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'Italie, ça doit descendre. Et puis le B, essayer la Géorgie, essayer le Portugal. Bon. Mais après, il faut laisser des places d'ouverture. Si vous ne laissez pas plus de places d'ouverture, vous ne pourrez pas le développer. Et le continent africain, on le voit d'ailleurs, dispose de formidables équipes de rugby à 7. Oui, notamment le Kenya. Ouais. Notamment le Kenya, entre autres. On peut être performant à 7 sans exister à 15. C'est ça, et c'est intéressant. Enfin, sans exister, sans être performant à 15. Ça, c'est le rôle du 7, il y aurait encore beaucoup à dire. C'est intéressant parce que le Kenya, qui était un pays de culture anglo-saxonne, donc a gardé cette culture et a pu se développer dans le 7. Il a du mal à se développer dans le 15, d'abord parce qu'il faut beaucoup de joueurs, mais surtout il faut des prédispositions physiques, comme nous l'avions dit la semaine dernière. Il faut des grands, des costauds, machin, et c'est pas si évident que ça de trouver ça dans la population. C'est une population qui est pas tellement mixte et qui fait qu'ils sont très forts, très rapides, très dynamiques, mais qui ne sont pas forcément très très grands. Nous allons dire au revoir à Jean-Claude. Merci. Salut. Je te remercie d'être venu. Je te remercie de continuer à contribuer à l'essor de la Sports Management School et je te souhaite un bon cours. Voilà, tu repars. À vous aussi. Bonne journée à tous. Avec ton amphi. Merci. Et vive le rugby. Et à très bientôt. Et c'est vrai que lorsque l'on parle de cette Coupe du Monde, on est un petit peu à la croisée des chemins entre un côté qui consisterait à avoir une certaine révolution, notamment avec ces pays latins, et de l'autre, et c'est un petit peu la particularité du rugby, Jérôme, c'est que plus il y a de révolution, plus on revient, entre guillemets, vers les fondamentaux. On l'a vu notamment avec deux nations, avec des parcours quasiment opposés, ce sont les Fidji et l'Angleterre. D'abord les Fidji, Jérôme, un match formidable. Oui, un match formidable, mais un match parce que, là encore, ça fait partie de ce côté romanesque finalement que propose. D'abord, c'est une île. Ils arrivent avec toute une culture que finalement nous on peut adorer. Enfin, le monde peut adorer, voire découvrir parfois. Mais et ils sont avec des choses, comme tu viens de le dire, des fondamentaux autour de leur jeu, autour du rugby. Eux, ils jouent avec la passion de jouer, l'envie de jouer. Alors, ça leur a coûté par le passé beaucoup.
parfois d'exploits ou de victoires. Là, petit à petit, parce que aussi ils ont des hommes avant eux, c'est Révi par exemple qui avait énormément ouvert la voie au peuple fidjien sur la scène internationale. Ils ont des hommes qui commencent parce qu'ils jouent dans des clubs européens, dans des clubs à stature mondiale, ils commencent à appréhender différemment un match. C'est-à-dire que les fondamentaux, oui, gagner le match, prendre les points quand on doit les prendre, ne pas nécessairement jouer simplement parce que... Pour nos auditeurs, il serait intéressant de revenir un petit peu en arrière. Les Fidjistes, c'est un rugby particulier. D'ailleurs, c'était la première nation de rugby à 7. Oui. C'est une nation extraordinaire qui joue au ballon, qui joue pour jouer. Hein, c'est important de le dire et tu viens de le dire. Et c'est vrai que lorsqu'il revenait à 15... Le 15, c'est vraiment un sport très anglo-saxon avec des fondamentaux. Il y a les touches, il y a les mêlées, il y a les rucks, il y a les phases statiques. Il y a énormément de rigueur et on a le sentiment, Jérôme, que depuis quelques temps, depuis notamment que le coach, c'est un coach fidjien, Ravaloui, que ce coach fidjien qui a été dans un grand club a français. Évolué en Europe et a notamment été le coach des avants du Stade Français, champion de France en 2015. Ça fait du bien de le dire, n'est-ce pas? Est-ce que enfin, il y a un déclic. Est-ce que enfin c'est l'heure pour les Fidji de se dire voilà, on va garder notre identité, mais on va accepter le carcan des fondamentaux anglo-saxons de ce jeu? Ils ont en tous les cas montré là sur le dernier match, même si attendez, il faut aussi qu'on mette un peu l'Australie n'étant pas du tout l'équipe d'Australie telle qu'on a pu la connaître, championne du monde, etc. Je pense qu'ils sont... C'était le bon moment pour les prendre. Ils sont vraiment dans le creux, ils sont dans la vague. Attention, hein, dans cette poule-là, ils peuvent sortir. Les Australiens peuvent se faire sortir, hein, parce qu'il y a les Gallois. Les Fidjiens ont joué leurs 2 plus gros matchs. Hein. Ils ont joué les Gallois. Ils auraient dû. Ouais, ils ont récupéré 2 points de bonus défensif. Mais l'arbitre a toujours raison, donc on en reste là. Mais ils ont joué Pays de Galles, ils ont joué Australie. Après, il leur reste, entre guillemets, 2 matchs dits plus inférieurs, plus accessibles. Les Fidji, là, ce qu'on a vu, c'est quand il fallait prendre les 3 points, ils les ont pris. D'habitude, ils auraient joué à la main. Bon, après, il leur reste encore parfois, certes, c'est la folie, certes, on aime, oui, ces ballons de relance. Parfois, il y a des moments où ça leur joue encore un peu des tours parce que... Chasser le naturel, il revient au galop. Oui, évidemment. Mais parce qu'en fait, c'est... même si ils appréhendent de plus en plus le rugby tel qu'il a été conçu, imaginé et tel qu'il est pratiqué pour être champion, bon, il y a un moment donné, voilà, quand vous êtes radradra, bon, vous avez envie de mettre les cannes et de vous amuser, alors qu'il faudrait faire autrement. On a le sentiment que les Fidjiens ont énormément travaillé sur la phase immergée de l'iceberg de leur sport, c'est-à-dire les sorties de camp. On sort au pied, on sort proprement, on travaille les réceptions, etc., etc. C'est agréable à voir jouer. Et souvent, c'est vrai que, alors, pour les puristes, voir des phases très rigoureuses dans le rugby, ça fait plaisir. C'est vrai que pour le grand public, on se demande ce qu'ils font. Et je trouve que les Fidji, en tout cas dans le match qu'ils ont produit dimanche, on était ravis de les voir dans les fondamentaux, on était ravis de les voir dans la rigueur, parce qu'on savait que derrière, ça allait un peu sortir. Ça ressemble pas un peu à la France des années 80, où on parlait de French Flair, parce que c'était la seule nation latine du concert international qui avait la possibilité d'être championne du monde? Ouais, alors, disons en tous les cas que ça... Si on devait faire le parallèle, dans les années 80, on s'est beaucoup attaché en France aussi avec une mêlée très forte, une conquête puissante. Ouais, ne l'oublions pas. Faire mal, marquer l'adversaire. Bon, les Fidjiens, c'est ça. C'est parce que naturellement, physiologiquement parlant, c'est naturel. Voilà, ce sont des hommes, des femmes qui, de toute manière, arrivent avec, par l'essence physique, des choses... qui ne sont pas comparables avec d'autres nations. Néanmoins, ça reste impressionnant à voir, ça reste intéressant pour les puristes à regarder, mais ils y ont apporté quand même, encore une fois, j'ajoute ça parce que c'est important, ils y ont apporté la notion de quand il faut prendre les points, je prends les points, quand il faut taper en touche, on tape en touche. C'est ça qui fait la force. À contrario, regardez, les Australiens, pendant des années, ils ont toujours refusé de travailler les mêlées. Toujours. Eddie Jones est arrivé au chevet de cette équipe qui est malade. Il fait appel au Français Pierre-Henri Broncan pour justement faire travailler devant, le 8 de devant, et notamment le 5 de devant, les touches, les mêlées.
qui ne font pas partie de la culture australienne. Pourquoi ? Parce que là-bas, on est plus sur le rugby à 13. Et donc, c'est un rugby complètement différent. Ou les phases statiques, et notamment la mêlée, c'est une remise en jeu. Il n'y a pas de touche, voilà. et c'est des mêlées à 3 et ça va très vite. La culture australienne, c'est ça. Sauf que là, ils comprennent bien que s'ils veulent... Alors, je parle pas là spécifiquement, parce que bon, je vous dis, je pense là, ils ont un trou générationnel, c'est compliqué. Hein, bon, ouais. Mais enfin, s'ils veulent de nouveau toucher le Graal, il faudra à un moment donné ou un autre qu'ils aient un pack solide. Ça fait partie... les fondamentaux, la mêlée, la touche, un buteur, et puis après, vous voyez comment... Il y a une phrase qui court dans le rugby depuis toujours, c'est « no scrum, no win ». Sans mêlée, on ne peut pas gagner. Moi, je pense que, quel que soit le niveau, vous qui nous écoutez, vous pouvez le vérifier. Quel que soit le niveau où vous jouez, et moi, je ne vais pas jouer à un énorme niveau, mais il y a un moment donné, si devant, vous êtes battu, si vous n'avez pas de ballon, il n'y a pas de ballon. Et vous pouvez avoir le meilleur demi-mêlée. Johnny Wilkinson, 2003, l'Angleterre est championne du monde. S'il n'y a pas le pack de fer avec Martin Johnson et compagnie, tout Johnny Wilkinson qu'il est, s'il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de ballon. S'il joue sur le reculoir, il ne peut pas jouer offensivement. Alors aujourd'hui, nos chers voisins de la perfide Albion, l'Angleterre, dans cette Coupe du Monde est assez surprenante. Et c'est un petit peu l'antithèse de ce qui se passe avec les Fidji. C'est que, au contraire, hein, si j'ai bien compris, ça arrive comme une équipe... très mal organisé, qui a subi pas mal de défaites, et notamment avec des nations qui sont censées être inférieures. Et là, premier match, ils jouent à 14, ils font une énorme performance contre l'Argentine, ils gagnent, et on a l'impression que l'équipe d'Angleterre, jouant sans pression, et revenant vers les fondamentaux, c'est-à-dire très très fort en touche, rassurante en mêlée, et avec une défense de fer et un jeu au pied très affûté, on se rend compte que dans la grammaire du rugby, lorsqu'on revient vers les fondamentaux et qu'on est l'Angleterre, on se rassure et qu'on gagne. On n'a pas eu l'impression, pendant le deuxième match de l'Angleterre, qu'ils aient été inquiétés, n'est-ce pas, Jérôme ? Non, mais c'est une équipe qui est, elle aussi, alors qui est malade, en tous les cas, qui se reconstruit, qui a aussi des soucis générationnels. Le premier match, ils font un match héroïque parce qu'à 14 contre 15, il s'offre la possibilité de dire « Ok, on ne va pas avoir la magie qu'on a pu avoir par le passé. Par contre, collectivement, on est costaud. » Il faut livrer, il faut gagner. Je pense que sur ce match-là, c'est l'Argentine qui se le perd et qui, à mon avis, s'est mis sa Coupe du Monde complètement en l'air. Sur le deuxième match contre le Japon, ils font le job. Après, c'est une équipe anglaise qui, là, pour le coup, est redevenue pragmatique. Avec, pour moi, l'iconique Itoge le montre le plus. Hein. Ils sont redevenus... En seconde ligne. C'est pragmatique. Voilà. On va pas chercher à faire des trucs de magie qu'on ne sait plus faire pour l'instant parce qu'on n'a pas forcément les joueurs. Par contre, voilà, on va conserver quand on peut conserver. Quand on ne peut pas conserver, on va trouver les touches. Et sinon, on prend les points. Voilà. Et on va aller et on va avancer comme ça. Donc, c'est une équipe, là, comme ça, au moment où on se parle, j'ai envie de vous dire que pour moi, le 20 septembre, n'a pas du tout les armes pour aller décrocher le Graal. Ça serait son deuxième après 2003. Néanmoins, c'est une équipe qui déjà, si elle s'invite en quart de finale, je pense que là-bas, nos chers ennemis seraient très heureux parce que beaucoup les voyaient pas forcément passer. Et sincèrement, si l'Angleterre va en quart de finale, ils seront pas faciles à jouer. Et attention, parce qu'en fonction de la partie de tableau, il y a une partie de tableau qui est un boulevard dantesque et l'autre qui peut s'annoncer, j'allais dire boulevard en tous les cas, intéressant à jouer. Je ne dis pas comme Napoléon l'avait fait en créant l'Arc de Triomphe, puisqu'il avait dit vous reviendrez à ses combattants, il dit vous reviendrez sous les arcs de triomphe, c'est pour ça que ça a été créé. Je ne dis pas qu'ils vont aller voguer sur l'Arc de Triomphe, mais les Anglais, si jamais si ça passe quart, warning. Ouais, les Anglais, en fait, ce sont les Allemands du rugby. Faut jamais les oublier. Lorsqu'ils sont en mauvaise posture, il y aura toujours cette culture, cet ADN. Hein, n'oublions pas qu'ils sont les dépositaires du jeu. Ce sont eux qui ont inventé, qui ont codifié le rugby. Le rugby, c'est pas un sport à l'origine. Hein. C'est une pratique pour les officiers de l'armée des Indes au 19e siècle pour les tenir éveillés. Et c'est une sorte de jeu d'échecs à taille humaine qui fait que, quelque part, on va travailler tactique, on va travailler stratégie, on va travailler physique, on va travailler esprit de corps, etc. Donc il y a des valeurs militaires très fortes. C'est intégré dans l'ADN anglais. Donc, quelque part, méfions-nous des Anglais. Je trouve que c'est assez réjouissant de les voir ressortir de nulle part.
parce que là, aujourd'hui, il y a du mental, et il y a de la défense. Ils ont maintenant un coach anglais, hein, c'est Borthwick, l'ancien second ligne champion du monde en 2003. Yann Borthwick. Ils sont seuls au monde et ils aiment bien les Anglais être seuls au monde. Ils aiment bien et on les retrouve là. Donc c'est intéressant de voir que ce soit les Fidji, hein, le jeu à 1000 passes, les chantres du rugby à 7, des personnes qui n'aiment pas jouer dans les fondamentaux, que ce soit l'Angleterre qui au contraire se rassure dans les fondamentaux, on revient sur ces mêmes valeurs. Et c'est extraordinaire parce que on a toujours l'impression que dans le sport, et dans le rugby en particulier, il faut des innovations. Est-ce que l'innovation, c'est pas justement revenir vers les fondamentaux et les travailler avec encore plus d'acuité ? Alors, il y a deux choses dans l'innovation, parce que on pourrait parler des innovations que le rugby fait en termes de règles de jeu pour permettre justement à ce qu'il soit le plus fluide possible. L'histoire du bunker, juste rapidement en 2 mots pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est juste que jusqu'à présent, vous savez, il y a la vidéo, ça pouvait prendre du temps, le temps que les arbitres revoient, etc. Et ça a cassé le rythme. Et casser le rythme. Là, on a dit, OK, à partir du moment où on fait ce qu'on appelle le bunker, vous avez 3-4 personnes dans une pièce fermée. Ils prennent le temps, pendant ce temps-là, l'arbitre refait jouer le match continu. Et une fois qu'ils ont pris la décision, essai, pas essai, on revient dessus, carton jaune ou carton rouge, on annule ou pas, ça fait gagner. Donc les innovations technologiques, le rugby en a. Les innovations, en revanche, dans le jeu, il y en a eu énormément. Il y en a qui ont été effacées. Et c'est vrai que on revient à la base, sur les gens qui veulent innover, de dire, bon, alors attends, avant de commencer à faire la tactique de la relance sur la touche, déjà s'assurer de la gagner, la touche. Parce que, si vous prenez le dernier match, les Anglais, le problème, c'est que les Japonais, il n'y a pas une touche. Il n'y a pas une touche. C'est pas possible. C'est clair. Vous pouvez pas, alors qu'ils jouent, ils ont un jeu intéressant, mais vous pouvez pas chercher quand vous avez le ballon offensif pour vous, chercher une touche et derrière, excusez-moi du terme, dégueuler à ce point-là les lancer. C'est clair. Si vous voyez qu'en premier sauteur vous êtes battu, si vous voyez qu'en deuxième vous êtes battu, cherchez le troisième. Voilà, où on réduit, ou alors vous réduisez, on réduit le couloir. Trouvez la solution. Là pour le coup, ça c'est typiquement une nation, le Japon, qui, pour moi, depuis 2019, date à laquelle ils avaient organisé la Coupe du Monde chez eux, et qu'ils avaient joué les quarts de finale contre l'Afrique du Sud. Ils avaient fait un très, très, très beau parcours. Ça stagne un peu. Là, voilà. Moi, contre l'Angleterre, je me suis dit, là, ça stagne, quoi. Ouais. Putain, c'est pas possible de pas régler ce problème de touche. Si t'es battu, t'es battu. Et ou tu réduis, ou tu joues. Alors, en fond de touche, ils l'ont fait, je sais pas combien de fois ils ont perdu les ballons. Mais voilà, ça, pour le coup, innover, vous pouvez innover tout ce que vous voulez. Hein. Si vous prenez pas vos ballons en touche, c'est clair. Ça marchera pas. Hein. C'est clair. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de rugby, il y a la passion du jeu, il y a la beauté du jeu, et il y a aussi la soute. Hein. On parle de touche, on parle de mêlée, on parle de rigueur, on parle de sortie de camp. Hein. Ce sont des mots un peu barbares, mais c'est vrai que lorsque on est dans ces 22 ou dans ces 30 mètres, la façon de sortir de son camp pour mettre la pression chez l'adversaire et si possible dans son camp. Et encore une fois, on revient à la naissance du rugby, hein. L'aspect très territorial. Hein. C'est vrai que on lit ça dans l'art de la guerre, hein, qui est un général chinois qui a écrit ça il y a des millénaires, où on retrouve des éléments fondamentaux qui sont mieux vaut jouer chez l'adversaire que jouer chez soi, il y a beaucoup moins de risques. Donc on revient avec ces fondamentaux-là. Alors encore une fois, pour celles et ceux qui aiment le rugby ou qui découvrent le rugby, donc c'est intéressant de rentrer un petit peu dans les arcanes du jeu. Nous, de notre côté, et d'ailleurs j'espère que la caméra le voit, on a bien posé pendant l'été, hein, regardez, on a les cahiers de vacances pour adultes de la Coupe du Monde de rugby. Alors on reprend les fondamentaux aussi, et je vous garantis une chose, c'est que même lorsqu'on est né dans un vestiaire, même si on a été bercé par le ballon ovale, c'est important d'avoir les commentaires. C'est important d'avoir les commentaires de l'arbitre, d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est pas intuitif, on n'est pas censé tout voir sur un terrain, et lorsqu'on est spectateur, même si on est passionné, eh bien, c'est très utile de voir ces petits détails. Le rugby, il y a même une académie qui consiste en fait à l'analyser, à l'arbitrer. Et d'ailleurs, la grande différence avec d'autres sports, c'est qu'il y a certaines phases, et c'est important de le dire là maintenant, qui sont en fonction de la sensibilité de l'arbitre. Jérôme, est-ce que ça pourra tenir ? Ah mais c'est oui parce que ça fait oui parce que ça vous bougerez pas, parce que dans l'hémisphère sud il laisse jouer des phases de jeu qui sont plus vite condamnées dans l'hémisphère nord, parce que les passages à vide, même si on essaye de les régler du côté de World Rugby ou l'IRB, mais les passages à vide là-bas sont, je dis là-bas, c'est dans l'hémisphère sud, dans le Championships, peuvent être
parfois considéré comme faisant partie du jeu. Dans l'hémisphère nord, c'est normalement non tout de suite. Mais ça fait partie de la poésie. Moi, j'aime la poésie, j'aime le côté romanesque. Les sons, chacun vient avec... L'interprétation. Oui, c'est chacun ça, hein. vient avec son rugby. Ce qu'il faut juste, c'est... Et là, ça me semble homogène. Voilà, c'est les 3 engagements pour l'entrée en mêlée. Comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. La sécurité au niveau sanitaire. Oui, et puis joueurs, au niveau des plaquages. Les plaquages, interdiction de plaquage à 2, les plaquages hauts, La etc. protection des joueurs. Ça me paraît être essentiel et c'est fait. Le boulot est fait là-dessus. Après le reste, laissons à chacun le soin de venir avec sa culture, sa manière, ses origines. Après, ça ne veut pas dire que si vous voulez aller toucher le Graal, il va peut-être falloir modifier un peu la culture, parce que si vous n'aimez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Australiens, la mêlée, c'est pas leur truc. Oui, mais enfin, aujourd'hui, en 2023, si t'as pas de mêlée... Avant, c'était déjà compliqué. Il va falloir s'y mettre. Mais avant, tu avais des joueurs de génie, des David Campese et compagnie, qui pouvaient te faire à eux seuls ou presque gagner un match, même si en rugby, on dit toujours qu'un joueur, aussi talentueux soit-il, tout seul ne fera jamais gagner une équipe. Par contre, une équipe peut aider son joueur super talentueux à la faire gagner. C'est clair. Et en parlant d'équipe qui tourne très très bien et qui nous a pas surprise parce qu'on le sait qu'elle est au toit du monde, elle est numéro 1 mondial, elle a gagné le Grand Chelem, c'est l'Irlande. Jérôme, l'Irlande, on a l'impression que depuis 3 mois, ils essaient de passer sous les radars pour passer aujourd'hui sur le corps de l'adversaire. C'est assez impressionnant de les voir jouer. C'est une équipe qui va très vite, qui a des temps de jeu qui sont reproduits à l'avance à 7 ou 8 étapes. Est-ce que sincèrement, on n'a pas avec l'Irlande le favori absolu de cette Coupe du Monde de rugby ? Alors, pour moi, je te remercie d'ailleurs de l'invitation et de pouvoir s'exprimer aussi facilement avec du temps. Pour moi, c'est l'équipe qui concentre le plus de performances à tout niveau, à tout stade et à tout poste. Pour moi, c'est effectivement, c'est l'équipe numéro 1 au classement. Okay. Ça, c'est une chose, c'est un peu comme au tennis. Djoko est numéro 1 mondial, où il a repris sa place. Bon, très bien, ok. Mais enfin, ça n'est pas pour ça qu'il va gagner à l'US Open. En revanche, il va gagner à l'US Open parce que tout ce qu'il a préparé, emmagasiné, mis en place, c'est tellement structuré que tout est calibré. C'est d'ailleurs ce que le staff de Fabien Galtier essaye et met en place depuis qu'il est arrivé aux commandes. Et entre parenthèses, c'est à souligner ici aussi que le travail entre les clubs et la fédération était extrêmement important. Voilà. Les Irlandais, eux, ils fonctionnent en province. D'accord ? Ils ne fonctionnent pas en club. Bon. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez, quand vous jouez les Coupes d'Europe ou autres, vous dites « Ah ben on joue contre Toulouse ou je ne sais qui. Ah ben ils jouent contre la moitié de l'équipe d'Irlande. » Ben oui, et la moitié qui joue au Munster. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette équipe-là, elle a 8, 9, 10, 12 joueurs qui évoluent ensemble en permanence. Donc, quand vous les retrouvez en équipe nationale, vous avez certes des schémas qui vont bouger, qui vont changer. Les 12 ne vont pas être titulaires, forcément. Mais ils parlent un rugby, ils parlent un langage qui leur est identique, qui leur est commun. Et cette équipe, aujourd'hui, elle est physiquement capable de résister aux Sud-Africains, aux Fidjiens, techniquement capable d'imposer un jeu, de s'adapter, et elle est aussi chirurgicale. Et c'est ça, pour moi, la plus grande défaut, jusqu'à présent. Là, on va être fixé, parce qu'il y a Afrique du Sud, Irlande, là, on va voir. Samedi soir, 21h, gros match à ne pas louper. Si les deux décident de ne pas jouer. De chacun dans son camp. Voilà. C'est-à-dire, en gros, on va pas se livrer, on va pas se mener une guerre de tranchées, on doit sortir, je vais regarder, commencer le classement... Sauf s'ils décident ça, pour éviter les blessures ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas le style, ni dans la culture sud-africaine. Non, je pense que pour ce match-là, il y aura la question de la suprématie. C'est dans la culture sud-africaine. Et aujourd'hui, c'est dans la culture irlandaise parce qu'ils sont conscients qu'ils ont la meilleure équipe du monde. D'ailleurs, en province aussi, ça tourne très bien. Hein. Alors, les 3 provinces, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est le Leinster, le Munster, et l'Ulster.
D'accord. Et dans ces 3 provinces-là, on retrouve un style de jeu assez commun. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment l'équipe d'Irlande, la nation, arrive à manager sa propre équipe grâce à ces provinces. Par exemple, Jonathan Sexton, qui est le demi d'ouverture capitaine de l'équipe d'Irlande, qui joue au Leinster, avait un deuxième numéro 10 derrière lui qui était plutôt talentueux, mais il allait faire du banc. À l'intersaison, il a comme une décision presque gouvernementale, il est allé jouer numéro 10 au Munster pour pouvoir s'affûter et devenir un bon numéro 2 pour la Coupe du Monde. Chose qu'on ne serait pas capable de faire aujourd'hui en France, Jérôme, parce que les clubs sont détenus par des privés et aujourd'hui on ne pourrait pas renforcer une équipe de province alors que chez nous avons une compétition comme le Top 14. C'est tout ce qui différencie d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait en préambule, leur fonctionnement sous système de province et nous avec un système de club. Je voulais juste faire une parenthèse par rapport à John Sexton. Je vais inclure l'homme, je vais inclure les responsables irlandais, je vais inclure, compris l'IRB, World Rugby, tout le monde. Tous ceux qui suivent le rugby savent que John Sexton a eu plusieurs commotions. Moi, aujourd'hui, ça ne me fait pas plaisir de le voir sur le terrain. Non pas que le joueur n'est pas talentueux, c'est juste que moi, je pense à la santé. Et je me dis que on l'a tous vu. Moi, j'ai en tête des images où il sort de terrain. Voilà, moi, je suis papa de 3 enfants. J'ai une de mes filles qui joue au rugby, là, qui est d'ailleurs en protocole commotion actuellement. Normalement, à ce niveau-là, il ne devrait plus être là. Et quand on voit les témoignages de Karl Lehmann, l'ancien pilier néo-zélandais, Jamie Cudmore et autres, on se dit, voilà, messieurs, c'est pas raisonnable. Je dis messieurs, c'est au sens large, c'est pas que lui, hein, c'est pas raisonnable. Voilà. C'était juste. C'est clair que cette question de la multiplicité des commotions et le fait que les commotions répétées pendant une carrière peuvent provoquer des traumatismes violents et irréversibles après la carrière, on l'a vu, c'est vrai que Karl Lehmann et autres, je crois qu'il y a eu une class action qui a été menée par les joueurs britanniques. Qui portent plainte contre les clubs / fédérations pour... alors il y en a qui disent, c'est le cas de Jamie Cudmore qui joue à Clermont, qui dit que le club l'a obligé ou a dit au médecin, non, mais vous dites qu'il est apte à jouer pour reprendre, etc. Bon, après, il y a aussi les joueurs ou les joueuses qui ils veulent jouer, voilà, quel que soit le niveau, on l'a tous été, même à notre petit niveau, à nous, on l'a été aussi à un moment donné. Tu veux jouer, si t'es pas là pendant 15 jours, 3 semaines, parce qu'un protocole commotion, ça peut aller de 3 semaines à 3 mois, en fonction d'eux. Bon, si t'es pas là, y a quelqu'un qui va prendre ta place. S'il prend ta place, il faut aller la récupérer, etc., etc., etc. Bon, bref. Donc, vous voulez jouer impérativement. Sauf que, moi, ce que je dis, un cerveau, vous en avez qu'un. Et il se répare pas. Oui. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui aimaient le rugby, vous faites du rugby, il y a un moment donné, ne cachez pas quand vous avez... Parce que un kiné, des entraîneurs ne peuvent pas tout voir. Un médecin ne peut pas tout voir. D'accord ? Ne cachez rien. Vous avez pris un petit coup, que ce soit à l'entraînement, n'importe quoi, vous avez les symptômes, tout de suite, annoncez. Annoncez les symptômes, que ce soit votre médecin ou médecin du club ou autre, n'importe quoi. Annoncez. Faites les protocoles. C'est important. C'est essentiel. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans tous les matchs, vous voyez que ça rigole pas et que dès qu'un joueur subit un coup, il sort immédiatement pour subir le protocole. C'est une dizaine de questions répétées plusieurs fois par minute, etc., pour s'assurer que le cerveau confirmé. Voilà. Alors c'est intéressant parce que c'est consubstantiel à l'évolution du rugby. Le rugby devient de plus en plus cérébral et pourtant c'est le seul endroit qui n'a pas été protégé depuis 25 ans. On a réussi à protéger les épaules, à protéger les hanches, à protéger les cuisses. Le corps s'est musclé, voire c'est surmusclé. Quand on voit les physiques aujourd'hui, on est assez impressionné. Quand on voit les chocs et qu'on entend les bruits dans le stade, on peut être impressionné. Le seul endroit qu'on ne peut pas protéger, c'est le cerveau. Mais Mika, si je peux me permettre, est-ce que juste tu peux prendre, et on va montrer à la caméra, la une, c'est en direct, c'est en direct, mais qui nous est très cher. Je ne sais pas si vous la voyez. Ok, ça c'est l'équipe de France finaliste lors de la Coupe du Monde 99. Les joueurs que vous avez là, c'est Franck Tournaire, c'est un pilier. Abdelatif Benazi, deuxième ligne ou troisième ligne. Fabien Pelouse, seconde ligne. Marc Lièvremont, qui joue troisième ligne. Olivier Magne, troisième ligne. Christophe Juillet-Diladjouille, notre pote qu'on embrasse, troisième ligne. Fabien Galtier, demi de mêlée. Est-ce que, si on peut comparer aujourd'hui, regardez les physiques, la morphologie,
Mais prenez la morphologie aujourd'hui d'une équipe qui joue la Coupe du... Là, on parle de la Coupe du Monde 99. Et on parle d'une époque où ces garçons-là sont vraiment des poules à gars. Hein. En 1999, la plupart font entre 110 et 125 kilos. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas le même sport. Et d'un point de vue physiologique aussi. C'est pas leur faire injure, loin de là. C'est que le sport a changé. On demande pour aller autre dans le chose. sens de ton débat, c'est-à-dire l'évolution. Parce que je voyais l'image, donc je me suis dit, elle est parlante en fait. L'image est parlante. Quand vous voyez Olivier Magne, remarquable troisième ligne aile, aujourd'hui, ça serait un 3/4. Je parle physiologiquement parlant, encore une fois. Ouais. Hein, ça serait un 3/4. Quoi. C'est ça, un 90, 95 kilos, c'est un 3/4 centre, Voilà. un ailier. Christophe Juillet, numéro 8 de l'équipe de France. Un 91, 117 kilos. Voilà. Bon, aujourd'hui, Skelton, c'est 144 kilos, je crois. C'est ça, c'est exactement ça. Le second ligne. Et Winnie Antonio, notre pilier droit, c'est 148 kilos. 148 kilos, on sait pas trop, hein, plus ou moins 15%. Ça dépend le nombre de poulets qui ont été coffrés ou pas. Exactement. Donc effectivement, c'est vrai que voilà l'évolution du rugby, l'évolution sur la compréhension et sur cet aspect cérébral du rugby, mais malheureusement le cerveau est le seul organe qui ne soit pas protégé dans le rugby. C'est une donnée, hein, je pense que c'est le seul sport, si ce n'est le foot américain, on peut en parler du foot américain parce que les syndromes consécutifs au problème de choc au cerveau ont déjà été répertoriés aux États-Unis avec le foot américain, bien que ces gens-là portent le casque et d'autres protections. Les Américains, il y a 2 sports où ils se sont vraiment intéressés, c'est ça et la NHL, le hockey sur glace. Oui. Où, là, pour le coup, au bout d'un moment, ils stoppent les joueurs quand il y a un nombre de commotions à répétition. D'accord. En tout cas, pour John Sexton, qui est un brillant joueur, qui aujourd'hui a l'air d'avoir l'esprit très clair. On lui souhaite évidemment le meilleur, mais c'est clair que la question se posera si jamais un jour on le voit mettre un genou à terre avec une commotion. Une énième, parce qu'il en a déjà voilà, fait. Moi, c'est la répétition qui pose problème. Moi, c'est n'est-ce pas surtout qu'après, je voudrais pas avoir à lire ou entendre un John Sexton s'exprimer comme Karl Ehmann l'a fait. Je vous invite d'ailleurs, en tapant sur les réseaux, vous tapez Karl Ehmann interview, vous la retrouverez. Karl Ehmann, aujourd'hui, très clairement, ancien pilier de Toulon, pilier avec les Néo-Zélandais, pilier majeur, pilier historique. Aujourd'hui, Karl Ehmann, il dit qu'il a 2h30 de concentration par jour. Voilà, d'autonomie de cerveau. Il a 2h30 2h30 de cerveau, Karl Ehmann. Voilà. Il n'a pas 45 ans. Hein. Non, et vous avez derrière tout ce qui va avec, c'est-à-dire la famille, etc., etc. Donc c'est ça qui est... Juste pour terminer là-dessus, pour Sexton, j'espère ne jamais avoir à lire ça. Je suis d'accord. En tout cas, l'Irlande fait peur. L'Irlande fait peur à dessein. Ce qui est intéressant, c'est quand on les voit jouer, on a l'impression que quand ils ont envie d'accélérer, collectivement, ils arrivent comme s'ils passaient d'un curseur 5 à un curseur 12, parce qu'ils l'ont décidé, parce que c'est programmé. Mais qui peut vraiment les battre aujourd'hui, Jérôme ? Alors, sur un tournoi, par exemple, comme le tournoi des 6 Nations, c'est complexe de rivaliser avec eux. Dans des matchs de phase de poule, comme c'est le cas là pour la première partie de la Coupe du Monde, à part, on va voir l'Afrique du Sud, mais sinon c'est complexe parce que vous êtes sur la répétition des matchs. Après, sur des matchs à élimination directe, ils sont comme tout le monde. Ils restent des humains. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer au travers. La machine peut s'enrayer, un carton jaune, un carton rouge. Vous pouvez les faire déjouer, vous pouvez les faire disjoncter, vous pouvez un essai casquette. Ce que vous voulez. Vous pouvez tout. Mais à l'inverse, on peut faire la même chose pour nous, hein, les Français, hein, les adversaires. Hein, se dire, on va faire disjoncter Dupont ou évidemment. Que sais-je encore. Bon. Donc, j'ai envie de dire qu'à partir des quarts de finale, tout le monde, nous les premiers, pouvons les arrêter, les stopper. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'ils arrivent en quart de finale avec déjà qu'ils ont la confiance à 100%, confiance à 125%. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que, en gros, si je schématise mon propos... s'ils battent l'Afrique du Sud. S'ils gagnent l'Afrique du Sud et qu'en plus ils mettent la manière... Ouais. Là, ça va être chaud. Hein. Ouais, en tout cas, clairement, et je pense que tout le monde sera d'accord avec cela, à partir du moment où l'Irlande a les ballons et joue son jeu, ils sont imbattables aujourd'hui. Voilà. S'ils ont la possession du ballon. S'ils ont la possession du ballon, ça veut dire que vous êtes soumis. Et si vous êtes sous la soumission, ça veut dire que vous n'arrivez pas à contrer ce jeu-là. À partir de là, no scrum, no win. Si vous n'avez pas de ballon, vous n'avez pas de ballon. C'est clair. Antoine Dupont, s'il n'a pas de ballon ou s'il a une mêlée qui recule, s'il joue que en reculant, ça voudra dire qu'il va demander à Jalibert de reculer lui aussi un peu plus. Enfin bref. Ouais. Au bout d'un
Mais c'est comme à la boxe, quand on est sur les talons, on risque pas de gagner même au point. C'est clair. Pour rester sur cette poule, un dernier petit coup d'éclairage sur l'Afrique du Sud, qui elle aussi, championne du monde en titre, est une nation impressionnante, a prouvé qu'elle avait un banc surpuissant, presque une deuxième équipe, en tout cas un deuxième pack. Quel est le talon d'Achille de l'Afrique du Sud aujourd'hui ? Peut-être leur... La blessure de Marx, peut-être, le talonneur ? La blessure de Marx, mais non, j'allais dire peut-être l'excès de confiance qui pourrait les habiter. Ce désir un petit peu romanesque qui se sont créés depuis 4 ans maintenant, à savoir être double champion de suite. Ils attendent et ils leur rendent d'ailleurs leur capitaine Colissi remarquablement bien. Eux, c'est pareil, il y a un aspect sociologique au sein du pays, de l'Afrique du Sud. Le besoin aussi d'union, d'unité réelle, etc. Colissi est un joueur de couleur noire qui est capitaine. C'est important. Et le vice-capitaine Mbonambi est aussi de couleur. C'est très important. Très important. Il faut bien, à chaque fois, faut pas mettre la politique au milieu du terrain. Mais il faut juste bien comprendre que le sport fait partie de l'écosystème d'une société et des institutions. En l'occurrence, c'est ça. Donc, ce qui peut être déficient pour l'Afrique du Sud, c'est cette confiance, peut-être parfois, qu'ils peuvent... qu'ils portent aussi dans leur ADN. Hein. C'est vrai qu'en général, ils aiment dominer physiquement. Ça fait partie de leur culture, voilà, oui. Et puis, ils aiment le combat. Il faut qu'il y ait du combat. Ils aiment ça. Après c'est pareil. Quand je vois les joueurs sud-africains, je me dis, j'aimerais pas jouer. Hein. Il y a de la bestiole. Ah ouais, non, j'aimerais il y a du poulaga. Encore une fois, hein, c'est pareil. Voilà, j'espère que tout et voilà un dernier élément qu'on met dans l'escarcelle des fondamentaux du rugby, c'est l'aspect physique, c'est l'aspect du combat. N'oublions pas que le rugby est un sport de combat, collectif certes, mais un sport de combat. Et l'Afrique du Sud en 2019, quand ils ont été champions du monde, l'ont bien incarné. Ils ont décidé de jouer sur leurs forces, sur leurs valeurs, sur leurs fondamentaux. En Afrique du Sud, d'abord c'est le combat, d'abord c'est la destruction de l'adversaire. C'est ce qu'ils ont produit, avec un très très bon jeu au pied et des joueurs derrière qui tenaient la barre d'un point de vue tactique. Ils ont été champions du monde là-dessus. Là, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils mettent quelques ingrédients en 3/4 avec un numéro 10 assez jeune, assez talentueux, qui donne un peu plus de peps, mais il n'en demeure pas moins que dans les matchs coup près. Et je pense que Afrique du Sud, Irlande est aussi un match coup près, même s'il n'y a pas d'élimination derrière. On reviendra vers une opposition de style et aucun mélange des genres. L'Afrique du Sud va arriver avec son style de déblayeur, de bulldozer, et de l'autre côté, on va voir l'Irlande avec la rapidité, avec les phases de jeu bien préparées, etc. Ça risque d'être... Ils vont accepter le combat, les Irlandais devant. Ça, c'est une certitude. Ils vont pas le refuser. Ça, c'est une certitude. Ils vont l'accepter. Les premières mêlées vont être importantes. Les premières touches aussi, regardez-les bien, parce qu'elles vont être importantes. Vous avez d'ailleurs pu voir sur certains matchs, parfois, des équipes qui ne jouent pas les touches. Oui, et qui préfèrent défendre au sol. Voilà, pour pouvoir se préparer tout de suite à se mettre en opposition. Oui, voilà. Donc, encore une fois, rendez-vous devant la télévision ou au stade pour Afrique du Sud. Dans les fan zones. Afrique du Sud, Irlande, samedi soir à 21h. Ça risque d'être le plus gros match après le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. En tous les cas, c'est celui sur le papier qui promet beaucoup. Mais il y en a eu d'autres où moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais celui-là, oui, il est attendu. C'est le 1 contre le 2. Puis c'est surtout celui contre qui, quoi qu'il arrive, pour la France, que vous terminiez premier ou deuxième, vous allez jouer. Voilà. Il y en a un des deux que vous jouerez. Donc, alors, c'est intéressant de faire la transition entre jouer le quart de finale contre l'Irlande ou l'Afrique du Sud et le dernier match que nous avons pu jouer contre l'Uruguay la semaine dernière, où la France a gagné, bien sûr, mais a eu quand même pas mal de mal. Jérôme, que se passe-t-il ? Est-ce que, d'un point de vue congénital, l'équipe de France a du mal à jouer avec les petites nations quand elle est favorite ? Est-ce que la France n'aime pas être favorite ? Non, moi j'aime pas ça, parce que ça voudrait dire qu'on n'arrive pas à se donner une culture de la gagne, alors qu'on a réussi à le faire dans d'autres sports. Non, là je crois que
c'est plus une histoire d'hommes, de gens qui voulaient tenter quelque chose parce qu'il y avait peut-être des places à prendre. Alors dans le 15 type, ça m'étonnerait, mais il y avait des places à prendre dans ce qu'on appelle les finisseurs maintenant, c'est-à-dire les remplaçants, et que du coup, on a eu une partition individuelle plutôt qu'une partition collective. Une cacophonie parce que chacun a voulu jouer sa partition, mais c'est inconscient. Enfin, encore une fois, il y a un plan de jeu, on le joue, mais on a envie de se montrer, on a envie de prendre sa place. Oui, c'est Jaminet qui veut réussir toutes ses pénalités parce qu'il sait que s'il arrive à montrer que il peut avoir une vraie assurance en termes de points, en termes de jeu au pied, ça peut être un complément de Ramos et ça peut, si Jalibert a un souci, on peut faire jouer Ramos en 10, etc., etc. Enfin, après, moi, je suis pas dans les plans de Galtier et son staff. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après, chacun dans son domaine a tenté de montrer que... Bon, sauf que les fondamentaux du rugby, c'est d'abord le collectif. Voilà, il y a eu pas mal de ballons perdus, on n'a pas été forcément très fort dans les rucks. On a l'impression qu'il y avait un millième de seconde de retard sur certaines phases de jeu. Attention, ne pas minimiser non plus l'engagement, l'envie, le désir, le souhait qu'avait l'Uruguay de jouer. De bien figurer. Ils ont fait leur match avec leurs armes, on les a aidés. Il n'y a pas de souci là-dessus. On les a aidés à pouvoir rester dans le match. Deux petites choses quand même. L'essai de l'Uruguay qui est refusé en première mi-temps. L'arbitre a toujours raison, pas de souci. Heureusement pour nous, parce que sinon là, c'est plus la même. Parce qu'à la mi-temps, vous mettez le feu, même si j'ai cru comprendre que dans le carton jaune-orangé de Tao Fifenua, peut-être Tao s'en sort. Pour moi, très bien. Je pense qu'un rouge aurait pu être... Donc voilà, c'est l'histoire. C'est l'histoire non pas du fait qu'on ait pris une nation à la légère, c'est juste que vous avez 33 très bons joueurs, vous en avez 15 titulaires, c'est fait pour, et puis vous allez avoir des finisseurs. Et puis d'autres qui servent. D'accord, donc un canevas bien établi, avec des joueurs encore une fois qui manquaient. C'est vrai qu'on a entre-temps perdu Cyril Bay, on a perdu Marchand, on a perdu des joueurs clés qui là maintenant vont revenir. Mais justement, est-ce que ce match contre l'Uruguay n'est pas la meilleure piqûre de rappel que l'équipe de France avait besoin, sachant qu'on avait battu les All Blacks en match d'ouverture et que quelque part on s'est dit voilà, jusqu'au quart, c'est un peu tranquille. Ça, pour le coup, ça fait partie de notre culture, mais dans tous les secteurs. On a besoin. Hein. On a besoin. Ouais. On a besoin parce que cocardier est un joli mot de la langue de Molière, mais on peut être arrogant. On l'est, nous, Français. Suffisant. Et quel que soit le secteur, gastronomique ou autre, n'importe. Et on a besoin, par moment, de prendre une petite nuquette. Vous savez, quand vous jouez, là, une petite nuquette derrière la tête, là, en disant, dis-moi... Tu vas baisser le chauffage un peu déjà pour commencer, ok ? On va remettre un coup de clim là, voilà. Et ça, je pense que oui, ça fait partie pour le coup de la culture française, mais quel que soit son univers. Exactement. Exactement. Et effet direct, on se retrouve là pour le match de demain contre la Namibie, ex-province sud-africaine qui était la Rhodésie, donc avec une vraie culture de rugby, mais encore une fois une petite nation parce qu'il y a beaucoup moins de moyens. On se retrouve avec une équipe de France quasiment type, avec des joueurs qui reviennent, notamment Cyril Bay en pilier, qui a été absent depuis pas mal de temps, et Jelonche en numéro 8, d'accord, qui remplace Aldrit. Est-ce que Aldrit, on le met dans la glace jusqu'à l'Italie, ou est-ce que il a eu un petit pépin physique ? Je pense que pour ceux que vous venez de citer, de toute manière, à mon avis, je ne suis pas dans le secret des dieux, encore une fois, mais enfin, c'était programmé. Si Cyril pouvait revenir pour ce match-là, parce que il faut aussi... attention, moi, je ne crois pas je ne sais plus qui avait titré, je crois que c'est le confrère de l'équipe, la bâche, mettre sous bâche les joueurs. Mettre sous bâche les joueurs, vous savez, une Coupe du Monde, c'est long. Ça veut dire que les deux matchs, entre le match d'Uruguay et le match de la Namibie, ça faisait un mois quasiment, jusqu'à l'Italie. Bon, je pense que ça faisait un peu beaucoup. Ce qui n'était peut-être pas prévu comme ça, et après peut-être que ça sera le cas, ils vont inverser. C'était que peut-être que Dupont-Jalibert, ça fasse que 30 minutes, mais après ils peuvent peut-être inverser, ils vont les faire débuter, peut-être qu'à la 60e ou 55e, ils vont sortir. Exactement. Exactement. Bon. Oui, pour Jelonche, c'était important, lui, pour le coup, de le faire enchaîner pour savoir si ça tient, parce qu'on rappelle que c'était un pari de dingue qu'il a tenté, qui pour le moment, je touche du bois, il le réussit. Rupture des ligaments croisés, et 6 mois et demi après, il est sur le terrain. C'est un miracle. Donc là, il faut s'assurer que ça tient. Mm-hmm. Voilà. Aldric, il y avait peut-être besoin de le mettre un petit peu au repos, Grégory. Et puis, pour les autres, bon voilà, on est revenu. C'est aussi une manière de dire à ceux qui
ont pu passer un peu au travers, voilà, il n'y a pas non plus 12 milliards de chances. Okay, donc, il y a un moment donné, on va repartir avec ça. On va repartir d'abord parce qu'il faut que le bateau, on le restabilise, non pas qu'il était déstabilisé, mais enfin. Et puis, de renvoyer des messages. De dire à l'Irlande et à l'Afrique du Sud, non, mais ne vous inquiétez pas. On a pris 2 petites nuquettes, c'est bon. Mais on est là. Okay, on est là. On est là, tranquillement. Et parce que c'est ça qu'il ne faut pas non plus. On est là. Et on est là même si on n'a pas Dupont ou Jalibert tout le temps. Ou même si on n'a pas Baye tout le temps. Voilà. C'est ça. C'est aussi l'idée. Alors après, c'est la Namibie. Donc, ça va être complexe, j'imagine, pour les entraîneurs de tirer des enseignements. Qu'est-ce qu'on a ? De toute manière, on sait que Ramos, c'est assurance derrière au pied. Alors, il peut être dans un mauvais jour, mais c'est pas ça qui, d'un seul coup, va faire qu'on va se dire Ramos, hop. Ouais. On est organisé en touche, on est organisé en mêlée, on est fort dans les rucks. Après, je vois pas la troisième ligne courir derrière. Voilà. Et puis, cet avertissement sans frais contre l'Uruguay fera que on va avoir peut-être du mal à faire un deuxième match en demi-teinte contre une nation qui n'est pas considérée comme une nation majeure et qui ferait tâche. On est d'accord ? Oui, et puis surtout, non, mais c'est pas. Voilà, le match sera différent parce que derrière vous jouez l'Italie, d'accord, qu'il faudra battre. Oui. Je rappelle juste quand même une chose, c'est que la 3e place des poules est qualificative pour la prochaine Coupe du Monde. Donc il y a un match Uruguay-Namibie jeudi très important parce que derrière, en fait, en fonction, l'Italie. C'est ça, en fait, le jeu aussi pour l'Uruguay. Hein. C'est la Namibie, mais en plus l'Uruguay peut-être. Mais l'Italie, sur le dernier match, voilà, faudrait pas... Ça veut dire que quelque part, le match Uruguay-Italie peut être très intéressant. Il peut être très intéressant. Mais comme le Italie-France, au-delà du fait de savoir... parce que c'est pas la même chose que quand vous les jouez pendant le tournoi. Pendant le tournoi, ça dure pendant 2 mois, il y a des coupures, etc., etc. Là, vous faites sur un match à Lyon, frontière avec l'Italie, je ne sais pas combien il y aura de supporters italiens, mais... C'est un match. Et si les Italiens, il y a une fenêtre, aussi petite soit-elle, en battant la France, parce qu'attention, il peut y avoir ça aussi. Bien sûr. Je sais pas tous les calculs, mais attention, les Blacks, ça dépend de comment ils vont battre les Italiens. Et s'ils les battent, normalement ils vont les battre, mais si les Italiens, ils ont une fenêtre, aussi petite soit-elle, et que, en se disant, si on bat la France, on peut peut-être aller prendre la 2e place, je peux vous assurer que le match... pas être aussi simple que quand on les joue pendant le tournoi. Ça nous laisse des derniers matchs de poule hyper excitants. Ce qui est formidable, c'est que depuis tout à l'heure, et je te remercie Jérôme, nous avons pu aborder tous ces thèmes de la Coupe du Monde de rugby, quasiment sans parler des All Blacks. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit que c'était l'Irlande qui était passée sous les radars. Là, depuis la défaite contre l'équipe de France, les All Blacks passent sous les radars. Ils ont fait une très très bonne prestation, très sérieuse. Récemment contre la Namibie, n'est-ce pas ? Oui. Où on a pu voir aussi des joueurs de second rang qui peuvent s'affirmer. Hein. On sait qu'ils ont des blessés de longue date, et notamment Frizel en 3e ligne L, qui est un petit peu le joueur détonateur du pack des All Blacks. C'est extraordinaire de se dire que on peut parler de rugby, on peut parler de Coupe du Monde sans quasiment parler des All Blacks. Ouais, parce que c'est une équipe qui est, elle aussi, alors d'abord... essaye de se reconstruire. Pourtant, elle dispose de formidables histoires à l'intérieur de la grande histoire avec les frères Barrett, les 3 frères qui jouent quand ils sont avoir un 5e de l'équipe des All Blacks de la même famille, c'est assez impressionnant. Moi, ça me fait rêver. J'en ai parlé à mes frères et on s'est dit on était quand même assez loin. Mais voilà, c'est l'histoire dans l'histoire. Bon. Mais en fait, c'est parce que voilà, les Blacks, il y a la magie, il y a le marketing. Après, sportivement, c'est une équipe qui fait pas de bruit, qui en fait moins qu'avant, en tous les cas. Volontairement, je le pense aussi. Au niveau de leurs partenaires publicitaires, je parle aussi. Je pense qu'il y a c'est une analyse, hein, je pense qu'il y a une volonté aussi de calmer un peu les choses, de se mettre, si ce n'est sous les radars, sur le côté de la route. Mm-hmm. Mais c'est pas parce qu'ils ont perdu contre l'équipe de France que cette équipe-là ne sera pas capable en quart de finale, de s'inviter pour un tour de plus, si ce n'est 2. Ouais, en tout cas, on en salive d'avance d'avoir ces quarts de finale. Je vais vous dire, Michael, et vous toutes et tous, c'est que si je refocus sur l'équipe de France, c'est pas compliqué. Hein. Le match de l'Italie, c'est quasiment le plus important. Parce que derrière, il y a 4 matchs. Il faut gagner l'Italie et les 3 qui suivent, vous êtes champion du monde. Ouais. Finale. C'est clair. Vous avez 4 matchs contre. Ce sera l'empreinte digitale. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est le QR code. Bon, ben on a hâte, en tout cas, pour un
un futur un peu plus récent. On vous attend tous demain pour le match France-Namibie, qui aura lieu sur France 2 exclusivement. C'est le seul match de l'équipe de France qui aura lieu sur France 2 à 21h. On vous veut nombreux. On a été ravis de partager avec vous ces sujets. On est en plein milieu de la Coupe du Monde et franchement c'est super excitant parce que une Coupe du Monde c'est un poumon, ça vit, on s'en rend compte, il y a des coups de théâtre, on voit les équipes qui évoluent, on arrive à échafauder des stratégies, mais surtout on arrive à voir qu'au fur et à mesure, dès qu'on va arriver à des matchs coup près, la culture, on a parlé beaucoup de culture aujourd'hui, la culture est prégnante dans chacune des nations. On le voit, l'Angleterre et la rigueur, les Fidji qui vont justement faire exception à la règle et qui vont se servir de cette rigueur pour pouvoir avancer. L'équipe de France qui se fait surprendre avec une petite piqûre de rappel qui fait du bien, une petite nuquette, j'ai bien aimé le terme. Voilà, en tout cas, on salive et surtout, rendez-vous samedi à 21h sur TF1 pour voir Afrique du Sud-Irlande qui est le match de la semaine. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une date à fixer en fonction de l'actualité. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, ça a été un plaisir d'être ici. Sport Management School. Je voulais juste rappeler à celles et ceux qui nous ont écoutés, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre, vous verrez, la vie est belle. J'aime beaucoup cette phrase, on finira là-dessus. Merci, à bientôt et surtout, bonne continuation en regardant la Coupe du Monde de rugby avec la Sports Management School. Au revoir.